Mais pourquoi, si le moteur Ferrari en 2019 a été considéré illégal et ensuite interdit la saison suivante, pourquoi cela ne se produit-il pas avec le moteur Mercedes de 2026? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet en détail. Nous allons voir les différences entre cette situation et celle qui se déroule pour la saison 2026 et donc pour le changement de réglementation tant attendu. Nous devons également parler du développement de Ferrari pour 2026, comment il sera planifié, comment il sera redistribué pour la saison. Nous allons analyser la version embryonnaire de Ferrari que nous verrons lors des essais à Barcelone et ensuite celle que nous verrons lors des essais à Bahreïn. Nous devons également parler du marché des pilotes, donc de Hamilton, de Berman. Nous parlons également de Franco Colapinto, de Paul Aron. Il y a de nombreux sujets à ce propos, ainsi que des changements au sein de la fédération, de la FIA. Avant de commencer, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune actualité sur le thème de la Formule 1 et Ferrari. Cela dit, commençons tout de suite. Vu les nombreuses rumeurs concernant le moteur Mercedes pour 2026, beaucoup ont pensé à des similitudes avec ce qui s'est passé avec Ferrari en 2019. En effet, lors de la première année de gestion Binotto, la Scuderia avait à sa disposition une unité de puissance très performante qui lui a permis de remporter la victoire à Spa et à Monza. Nous nous souvenons tous de la victoire de Leclerc à Monza en 2019. Ce qui a fait débat, cependant, c'est l'accord secret signé avec la FIA à la fin de cette saison, après des contrôles sur le débitmètre de carburant qui ont obligé Leclerc et Vettel à courir avec un moteur dégonflé d'environ 50 à 60 chevaux, ce qui est énorme pour une voiture de Formule 1 compte tenu des écarts de ces saisons. Le cas de Ferrari en 2019 est une situation qui était devenue extrêmement évidente. Tout le monde voyait sur la piste que la Ferrari était visiblement plus rapide que toutes les autres équipes sur la ligne droite et nous l'avons également vu à Monza avec Leclerc. En revanche, aujourd'hui, le contexte avec Mercedes est complètement différent. Les moteurs actuels sont homologués, les projets sont déposés et bon gré mal gré, tout le monde sait ce que font les autres. Cependant, la fédération connaît chaque équipe, ce qu'elle développe et surveille tout avant même que les moteurs ne soient assemblés, vérifiant qu'ils respectent les paramètres de l'égalité. Donc, à ce stade, le seul moment où les équipes peuvent intervenir est pendant les week-ends de course. C'est le seul moment où les équipes peuvent déposer une plainte formelle qui pousse la fédération à enquêter sur le moteur Mercedes. Comme cela s'est produit par exemple dans le cas de la soi-disant Mercedes Rose, la Racing Point. Nous nous souvenons tous à quel point la Racing Point de 2020 était identique à la Mercedes de 2019. C'était pratiquement la même voiture avec une nouvelle carrosserie. Au début de l'année, cela a donné un grand avantage à la Racing Point qui était devant de nombreuses équipes et faisait la différence compte tenu de l'énorme avantage qu'avait Mercedes en 2019 et que la Racing Point était compétitive en 2020, mais elle a ensuite perdu son éclat au cours de la saison. Elle a perdu un peu, disons, sa compétitivité, car elle n'arrivait pas à apporter des mises à jour sur cette voiture, car ce n'était pas un projet propre. Ce n'était pas leur projet. Cependant, aujourd'hui, concernant la situation de Mercedes en 2026, les autres équipes ne peuvent pas faire beaucoup plus que de laisser filtrer les nouvelles dans les journaux, car elles n'ont pas accès directement aux preuves techniques nécessaires pour une contestation officielle. Parce que c'est encore trop tôt. Nous sommes encore avant le début de la saison. Nous n'avons pas encore de preuves concrètes du moteur Mercedes 2026 et de son illégalité. En 2019, en revanche, Ferrari avait développé une solution qui ne se situait pas dans une zone grise du règlement, mais dans une zone clairement noire. L'idée d'augmenter le débit de carburant lorsque le capteur ne contrôlait pas, puis de revenir à la normale, supposait une étude précise et intentionnelle. Cependant, la FIA n'a jamais réussi à le prouver techniquement. Mercedes était néanmoins au courant du système car elle avait également engagé le chef des motoristes de Ferrari. Et c'est aussi pour cette raison que Toto Wolff s'est mis en colère lorsque le célèbre accord secret entre Ferrari et la fédération a été signé. En théorie, Ferrari aurait pu continuer à utiliser ce système. La FIA n'avait pas les moyens de prouver son irrégularité et la Ferrari du passé l'aurait probablement fait. Au lieu de cela, l'équipe a été effrayée et a décidé de collaborer avec la fédération en l'aidant à développer de nouveaux systèmes de contrôle pour éviter que quelqu'un d'autre puisse reproduire cette solution. C'est ce qui est arrivé avec Ferrari en 2019 et il est correct de le qualifier de dopage technologique si nous voulons. Dans ce cas, cependant, avec la Mercedes de cette année, nous n'avons pas de preuves concrètes du rapport de compression qui est de Mercedes. Évidemment, il y a beaucoup de suppositions à ce sujet, mais nous devons voir ce que la piste nous dit. Et ensuite, lors des essais,
Une fois les retours des différentes équipes examinés, on peut aussi envisager, lors des courses, de déposer une plainte formelle. Donc la situation actuelle est différente. Eh bien, à supposer que ce qui est raconté soit vrai, parce que maintenant, bien sûr, il faut aussi voir ce que dit la piste, eh bien, on parlerait de respect total du règlement chez Mercedes, car ils auraient pris le règlement, cahier des charges de la FIA, et les matériaux autorisés avec des pourcentages déjà définis par la fédération, sans inventer quoi que ce soit d'interdit à l'extérieur. En théorie, Mercedes a pris le règlement, l'a étudié en profondeur et a cherché à exploiter au maximum les zones grises de ce règlement. Avec ces matériaux, ils auraient construit les différentes composantes du moteur homologué par la fédération, en étant parfaitement réguliers lors des tests officiels. C'est évidemment la supposition que nous faisons sur la Mercedes de 2026. Donc, lors des tests à température ambiante, le rapport de compression respecte pleinement la limite de 16 à 1. Si à chaud, ce rapport devait monter jusqu'à 18 à 1, seul celui qui travaille au banc moteur pourrait le savoir. Et aujourd'hui, la FIA n'a pas les outils pour contrôler efficacement le rapport de compression à chaud. Elle pourrait y arriver, mais cela prendra 1 ou 2 ans. La seule vraie contre-mesure possible serait de revoir le règlement sur les matériaux en limitant leur utilisation une fois qu'on a compris qu'avec le bon mélange, on peut obtenir un avantage si grand. Parce que si cette solution existe vraiment, c'est une échappatoire parfaitement légale, à condition qu'elle soit réellement utilisée, car en ce moment, il est facile de lancer l'alerte pour n'importe quoi. Si c'est vrai que Mercedes et par conséquent aussi Red Bull ont trouvé la bonne combinaison de matériaux, alors il faut juste dire bravo. Raconter ainsi, la différence par rapport à 2019 est énorme. Ce n'est probablement pas dans l'esprit du règlement, parce qu'à la fin, ils violent tous deux l'esprit du règlement, mais c'est une solution qui reste reste régulière dans les tests de la fédération. Et tant que tu es régulier dans les tests officiels, il n'y a rien à contester. Des situations de ce genre ont existé aussi dans le passé, et il y en aura aussi dans le futur sûrement. Et c'est un point crucial à clarifier, parce que la situation de Ferrari s'est produite à mi-saison. Puis la FIA a été beaucoup plus dure que prévu, selon moi aussi, parce que Ferrari n'a pas beaucoup d'hommes aux commandes dans la fédération. Nous nous souvenons de la fédération de 2019 qui était, si on veut, dirigée par d'anciens hommes de Mercedes, et Mercedes avait une forte influence politique sur cette Formule 1. Ferrari ne l'avait pas en 2019, et selon moi ne l'a pas non plus actuellement, et cela va certainement au détriment de la Scuderia. Mais il faut aussi dire que cette situation s'est produite pendant la saison. En particulier, cela est apparu clairement lors du GP de Monza avec la victoire de Leclerc. C'est à partir de là que les premiers doutes ont émergé, puis l'affaire du débitmètre a émergé. Et donc la fédération est aussi intervenue en fin de saison avec un accord secret avec Ferrari. Dans ce cas, il y a une différence de période temporelle. Dans ce cas, cela se produit avant le début de la saison, avant même que des données utiles soient disponibles sur la piste, et donc aucune conclusion ne peut être tirée à ce sujet. Au contraire, la situation chez Ferrari en 2019 est apparue à mi-saison, lorsque les autres équipes avaient aussi plus de données disponibles. Et il était clairement visible qu'il s'agissait de dépasser le règlement et de chercher à contourner le règlement technique. Dans ce cas, lors des contrôles, Mercedes respecte les paramètres idéaux de la FIA, donc elle est dans la légalité. Au contraire, pendant la conduite, la voiture n'est pas légale. Mais ici, nous devons nous poser une question. À quel point est-il possible d'avoir un règlement aussi facile à contourner? Selon moi, il faut avoir soit un règlement plus sévère, soit un règlement beaucoup plus libre, car sinon, les équipes vont exploiter chaque zone grise pour obtenir un avantage. Et ceux qui restent fidèles au règlement restent aussi plus lents. Celui qui parvient à exploiter chaque zone grise va plus vite, mais ce n'est pas totalement licite. C'est un point extrêmement important à clarifier, parce qu'il est vrai qu'en Formule 1, il y a toujours eu des équipes qui trouvent les zones grises du règlement, mais lorsque vous mettez une barrière trop fixe dans le règlement, il est beaucoup plus facile de la contourner que de laisser une règle libre. Et donc toutes les équipes peuvent l'interpréter à leur manière. Attention, cette année, il y a aussi le sujet de qui deviendra le meilleur motoriste dans l'histoire de la Formule 1, car pour l'instant, c'est Ferrari qui compte 249 succès totaux avec le moteur Ferrari, dont un réalisé avec la Toro Rosso motorisée Ferrari en 2008. Nous nous souvenons tous de la victoire de Vettel à Monza, et ce titre, disons ce prix appartient à Ferrari depuis le 11 juillet 2004. En effet, depuis cette date, Ferrari est resté le meilleur motoriste dans l'histoire de la Formule 1.
mais Mercedes pourrait chercher à enlever, disons, la marche la plus haute du podium à Ferrari dans cette reconnaissance. En effet, Mercedes a actuellement 239 victoires. Si elle devait gagner 9 fois de plus cette saison, elle pourrait prendre la place de Ferrari en 2026. Donc attention, la bataille entre motoristes est très serrée, aussi parce que Mercedes, évidemment, fournit beaucoup d'équipes. On pense à McLaren, Williams, Alpine aussi cette saison. Donc attention, ils ont plus de chances d'avoir des équipes capables de gagner des courses, puisqu'il n'y a plus d'écuries qui utilisent les moteurs Mercedes. Et je voulais rappeler autre chose. La victoire du 11 juillet 2004 de Michael Schumacher a eu lieu au Grand Prix de Grande-Bretagne. Et c'est à ce moment-là que Ferrari est devenu le meilleur motoriste de l'histoire de la Formule 1. Et tandis que Hamilton peine dans sa première année chez Ferrari, Oliver Behrman se fait remarquer après sa première année en Formule 1. Et Gunther Steiner n'a aucun doute. Le Britannique est le rookie de l'année 2025. Surtout un profil déjà mûr pour aspirer à un avenir chez Ferrari. Lors de sa première saison complète en Formule 1, Behrman a terminé 13e au championnat des pilotes avec 41 points, devant son coéquipier plus expérimenté, Esteban Ocon, bloqué à 38 points et quatrième au classement. Un résultat qui a impressionné l'ancien directeur d'équipe de Haas, surtout en raison de la progression montrée au cours de l'année. En effet, intervenant, Steiner a analysé l'évolution du jeune Britannique de 20 ans. Au début de l'année, il était rapide, mais il commettait des erreurs. Cependant, dans la deuxième moitié de la saison, il a complètement changé. Selon l'Italien, le classe 2005 avait initialement poussé au-delà de la limite par rapport au potentiel de la voiture, payant cette agressivité par des erreurs et des points de pénalité. Dans la première partie de la saison, il prenait trop de risques avec la voiture qu'il avait. Ce n'était pas une bonne chose, a-t-il dit. Ensuite, il a continué à accumuler des pénalités, mais n'a plus commis d'erreurs réelles, surtout en course, tout en luttant dur, et cela fait la différence. L'un des moments clés de sa saison a été la 4e place au Grand Prix du Mexique, résultat qui a confirmé son potentiel même en conditions de haute pression. Et les performances de Behrman n'ont pas échappé au paddock, car le Britannique fait déjà partie de l'Académie Ferrari. En fait, il fait partie de la Ferrari Driver Academy et a été plusieurs fois associé à Ferrari, en particulier en vue de 2027 si un siège venait à se libérer. Nous savons tous qu'il s'est dépassé. Pour moi, la porte chez Ferrari devrait être ouverte pour 2027, a expliqué Steiner. Si Lewis ne devait pas obtenir les résultats qu'il cherche, il pourrait ne pas continuer. Et à ce moment-là, Behrman serait le candidat évident. Behrman a fait partie d'une génération très nombreuse de débutants en 2025 avec Andrea Kimi Antonelli, Isaac Hadjar, Gabriel Bortoleto et les peu expérimentés Liam Lawson et Franco Colapinto. Bien qu'il n'ait pas gagné le duel direct entre débutants au niveau des points, Behrman a convaincu par sa progression, sa solidité et sa capacité d'adaptation au point d'être élu 8e meilleur pilote par les directeurs d'équipe et 9e par ses collègues, premier parmi les rookies dans les deux cas. Et attention aussi à la situation entre les rookies, car Behrman a certainement convaincu en 2025 et c'est un pilote qui, selon moi, est déjà prêt à conduire une Ferrari. C'est-à-dire que s'il le mettait dans la voiture en 2026, il pourrait faire de très bonnes performances, pas au niveau de Leclerc, mais un peu en dessous. Donc attention, je suis un grand admirateur de Lewis Hamilton, c'est l'un de mes pilotes préférés en Formule 1, donc j'espère que Hamilton pourra faire une excellente saison en 2026. Mais si jamais il ne parvenait pas à convaincre Ferrari, alors on pourrait voir Oliver Behrman en 2027. Sur ce point, selon moi, Steiner a raison. Et attention aussi à la question des rookies, car il y a beaucoup de rookies qui attendent leur place en Formule 1. Parce que nous savons que, par exemple, chez Aston Martin, il y a Fernando Alonso qui est maintenant en fin de carrière. Il y a beaucoup de pilotes qui peuvent quitter le cirque. Pensons aussi au nouveau duo Bottas-Perez chez Cadillac, qui est un duo loin d'être jeune et qui est fait pour roder la nouvelle équipe. Mais ensuite, Cadillac misera aussi sur des jeunes. Et attention aussi à la situation chez Alpine, car nous savons que Paul Aron n'a pas eu de place pour débuter en Formule 1, pilote qui vient d'Estonie. Il a réclamé le fait que Franco Colapinto, qui n'a pas vraiment convaincu en 2025, a fait une saison en dessous des attentes et venait déjà d'une période pas très brillante, disons, ayant aussi pris la place de Jack Doohan. Et nous savons qu'il n'a pas vraiment bien fait. Voilà. En 2025, nous nous attendions à une meilleure saison de Colapinto. Mais n'ayant pas convaincu, malgré tout, il a été renouvelé pour 2026 et Paul Aron dit que c'est grâce au fonds et sponsors argentins. Étant un pays beaucoup plus petit, l'Estonie n'a pas eu ses ressources à disposition pour Paul Aron, donc il n'a pas réussi à arriver en Formule 1.
Donc il y a aussi quelques pics entre les rookies sur qui mérite vraiment la place ou non. Colapinto devra certainement essayer de convaincre chez Alpine en 2026, sinon Paul Aron est prêt à le remplacer. Et Ferrari a confirmé que sa monoplace en Formule 1 pour 2026 sera présentée le 23 janvier, car l'écurie vise à surmonter les limites qui ont affecté la SF25 la saison dernière. La SF25 représentait la dernière voiture à effet de sol de Ferrari avec le nouveau règlement technique qui introduisait des changements radicaux tant à la philosophie de conception de la voiture qu'à la conception du moteur. Ces modifications représentent les changements réglementaires les plus significatifs depuis l'introduction de la génération précédente en 2022. Dans tout le paddock, les équipes ont consacré d'importantes ressources pour interpréter les règlements révisés et chaque constructeur a cherché à exploiter dès le départ toutes les opportunités de performance disponibles. Cependant, cette approche de développement agressive comporte des risques intrinsèques, étant donné la nature fondamentale des changements. La révision réglementaire exige en fait que les équipes partent d'une toile presque vierge, avec des connaissances limitées dérivées de la génération actuelle de voitures. Ce défi est aggravé par la réduction des délais de développement, ce qui affecte particulièrement l'implémentation de solutions non conventionnelles dans plusieurs systèmes de la voiture, de la dynamique des fluides internes aux ensembles aérodynamiques complets. Et Frédéric Vasseur a confirmé que la voiture de lancement de Ferrari sera fondamentalement différente de celle qui prendra la piste à Melbourne. Lors de l'intervention pendant la réunion à Maranello, l'équipe principale a présenté une stratégie de développement en 2 phases que Ferrari abordera également avec d'autres équipes. Les spécifications initiales serviront principalement de plateforme de test lors des sessions à huis clos de Barcelone fin janvier. Ces premiers essais se concentreront sur la validation des solutions d'emballage, de la fluidodynamique et des systèmes de gestion électronique des nouveaux moteurs, plutôt que sur les performances à proprement parler. Les performances ne seront pas la priorité à Montmeló, car la spécification de Barcelone sera conçue comme bandée sur piste pour la validation des systèmes fondamentaux. Les sessions de test à Barroing plutôt l'évolution de la voiture vers des spécifications dans plusieurs zones aérodynamiques critiques. Cette approche de développement progressif permet à Ferrari de mettre en pratique les enseignements tirés lors des premiers essais, tout en conservant une approche prudente face aux incertitudes techniques. C'est précisément pour cette raison que la section du nez s'est révélée un élément particulièrement crucial pour toutes les équipes en fonction des nouveaux règlements. En plus des exigences de sécurité plus strictes, y compris un crash test obligatoire en 2 phases, l'introduction de l'aérodynamique active a rendu nécessaire une révision complète de cette zone. Optimiser le flux d'air vers le plancher et les prises d'air latérales représente un défi fondamental, surtout maintenant que les équipes visent le plus grande miniaturisation du radiateur. Dans les spécifications finales de la voiture Ferrari, le positionnement du radiateur pourrait différer considérablement par rapport à la version de lancement, permettant un rétrécissement plus agressif de la section arrière et une gestion du flux d'air nettement plus propre. Le design des suspensions semble également destiné à être révisé. Les indications actuelles suggèrent que Ferrari reviendra aux configurations à tige de poussée à la fois à l'avant et à l'arrière. Cette décision ne découle pas d'un défaut fondamental de la configuration du tirant avant de la SF25, c'est-à-dire du tirant, mais plutôt des avantages théoriques offerts au positionnement révisé des composants internes. La disposition de la tige de poussée permet théoriquement un rétrécissement plus prononcé des sections inférieures du châssis, entraînant un profil avant plus fin et une partie arrière plus compacte, tout en garantissant un flux d'air adéquat au diffuseur arrière. Mais nous devons également observer comment se déroule le développement de Ferrari, en particulier en ce qui concerne les heures de développement en soufflerie et en CFD. L'équipe italienne a déjà défini de manière très précise son calendrier de développement pour 2026. Pour les aérodynamiciens, tout le programme de travail est défini par les ATP, les périodes de test aérodynamiques. Chaque période dure environ 8 semaines, à l'exception de situations particulières comme la pause estivale de la catégorie Rennes. Et la fédération impose des limites tant pour la soufflerie que pour les logiciels de simulation, à savoir le CFD. Il s'agit de valeurs de référence pour le temps à passer dans la soufflerie et pour réglementer l'utilisation de la fluidodynamique computationnelle. La Fédération internationale, en fonction du classement des constructeurs, applique un coefficient qui détermine le pourcentage de ces valeurs de référence que chaque équipe pourra utiliser. En particulier, Ferrari pourra exploiter 85% des valeurs de base et à partir du 1er janvier, 340 heures seront disponibles dans la soufflerie de Maranello où tout n'est pas du temps disponible
Considérant que cela est en jargon et défini comme l'occupation, donc la partie qui est occupée dans la soufflerie, mais pas le temps, qui est exploité à 100%. En pratique, les techniciens italiens auront donc à leur disposition environ 68 tests en soufflerie. On parle de 712 sessions disponibles, ce qui représente en fait 48 utilisations de plus que l'écurie championne du monde en titre pour la saison 2025, à savoir McLaren. En ce qui concerne la simple dynamique des fluides computationnels, l'équipe de Modène aura la même allocation. Cela signifie qu'ils pourront tester jusqu'à 1700 nouvelles géométries, soit 300 de plus que McLaren, qui sera la plus désavantagée au début du championnat mondial de Formule 1 2026. Ainsi, Ferrari pourra bénéficier d'une excellente base de départ pour la saison de Formule 1 2026 et aura un bon avantage non seulement sur McLaren, mais aussi sur Red Bull et Mercedes. Et avoir ce type d'avantage au début d'un nouveau cycle réglementaire peut être absolument décisif. Et bien sûr, les équipes ne peuvent pas tester chaque solution possible. Si elles disposent de 2000 géométries, cela signifie qu'elles doivent comprendre combien d'entre elles peuvent être vérifiées pour l'aileron avant, pour le fond, pour la carrosserie, et ainsi de suite jusqu'à l'arrière de la voiture qui sera essentielle en 2026. Et donc, Loïc Serra avec ses techniciens vont tester les solutions techniques possibles à la recherche de la configuration optimale et choisir les meilleurs compromis pour cette saison. D'après ce qui a été appris, c'est précisément l'approche. Arriver au mois de juin avec une monoplace aussi solide que possible. En fait, la première vraie mise à jour arrivera lors des tests de Bahreïn, où se déroulera la première vérification officielle sur le produit testé entre CFD et soufflerie, donc sur la voiture, donnant une valeur à l'efficacité du travail accompli. Et c'est là que nous pourrons tirer les premières conclusions. L'avantage pour bien réussir ce type de corrélation est plutôt évident. En effet, chercher à avoir une voiture qui se développe de Barcelone à Bahreïn, en passant d'abord par la partie fiabilité, puis la partie performance, sera essentiel. Et Ferrari arrivera en février avec encore quelques composants à tester. C'est une stratégie pour agir au mieux où la corrélation ne serait pas celle attendue. Et la validation des éléments devrait être plus simple, étant donné qu'auparavant, la complexité du travail sur le fond rendait beaucoup plus difficile la simulation et le test en soufflerie de cette macro-composante. En somme, à la fin des jours de test à Bahreïn, l'écurie pourra établir un classement des voitures les plus rapides, certainement pas basé sur les temps autour, mais sur la qualité des solutions et le potentiel que, bien que chaque équipe essaiera de cacher, sera d'une certaine manière visible à travers les calculs. Et selon ce classement, Ferrari définira le plan de développement pour la saison qui, pour les 3 premiers mois de l'année, sera presque entièrement délimité. Et avoir autant d'heures en soufflerie au CFD, en plus par rapport à tes principaux adversaires, je pense à McLaren, Mercedes et Red Bull, est un grand avantage, surtout quand il y a un changement radical dans le règlement. Nous verrons donc comment Ferrari, qui, nous le savons, cherchera à révolutionner la voiture de 2025 et à aller dans une direction différente, puisque la voiture de 2025 n'avait pas convaincu au niveau mécanique des suspensions et en plus, il y a un changement réglementaire net. Cependant, il sera important de développer la voiture tout au long de la saison, car une grande limite de Ferrari ces dernières années a été les développements apportés pendant l'année qui se sont arrêtés à mi-saison en pensant immédiatement à l'année suivante, délimitant la saison soit comme un échec, soit comme insuffisante pour lutter pour le titre. Voilà, cette situation ne doit pas se répéter en 2026. Il faut 3 blocs fondamentaux de mise à jour apportés durant l'année qui doivent essayer d'améliorer la voiture pas à pas. Apporter des petits blocs à la fois aide sainement à comprendre si la direction est la bonne à suivre et réduit également le risque de faire de grandes erreurs de conception. Nous verrons donc quelle sera la voie que suivra Ferrari. Faites-moi savoir votre avis sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo de la différence entre le moteur Ferrari de 2019 et Mercedes de 2026 à l'analyse du marché des pilotes. Berman, Hamilton, nous avons également parlé de Paul Aron et de Franco Colapinto. Dites-moi aussi ce que vous pensez du développement défini de Ferrari, du choix du push rod avant et arrière et des différentes solutions techniques de Ferrari. Selon vous, voyez-vous une Ferrari qui peut rivaliser à l'avant? Je suis curieux de lire et de répondre à tout le monde, comme toujours. Je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et de Ferrari. C'est tout de Rasta ici. On se voit dans une prochaine vidéo.